Je jure que je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant: «Aujourd'hui, je vais tomber amoureuse de mon père». Mon Dieu, non. C'est arrivé comme ça. Après le décès de maman, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Au début, c'était juste des petites choses, des dîners sur le canapé, des soirées cinéma. Nous racontions notre journée. Mais à force de se réconforter, nous essayions de survivre au silence qu'elle avait laissé derrière elle. Quelque chose a changé. J'ai commencé à le voir différemment, comme s'il n'était plus seulement mon père. C'était un homme bon, fort, mais aussi blessé. Et il était le seul à ne jamais m'avoir brisé le cœur. La nuit où c'est arrivé, je me souviens encore de tout. Le film, la façon dont il m'a soutenue quand j'ai commencé à pleurer, la façon dont ses lèvres ont trouvé mon front et ne se sont pas arrêtées là. Et avant même de m'en rendre compte, j'ai franchi une limite, que je ne pourrai jamais revenir en arrière. Si vous voulez savoir où tout a commencé, comment nous sommes passés du confort à quelque chose dont on ne peut parler, écoutez jusqu'au bout. Je vais vous raconter exactement comment c'est arrivé, la nuit où nous avons franchi la ligne, où tout a basculé. Et s'il vous plaît, si c'est votre première fois sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications quotidiennes. Et pour nos auditeurs réguliers, nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Merci d'être toujours là. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Patricia, j'ai 24 ans, et pour être honnête, je ne sais même pas par où commencer. J'ai déjà supprimé cet enregistrement 3 fois parce que, même maintenant, je n'arrive pas à croire que je vais avouer ce que je vais dire. Je ne suis pas une fille en quête d'attention. Je suis juste une femme qui a beaucoup souffert, trop. Et après ce qui s'est passé, je ne suis plus la même. J'ai eu le cœur brisé 3 fois. Pas le genre de chagrin où l'on pleure une nuit et où l'on passe à autre chose. Non, le genre où l'on commence à douter de sa propre valeur, où l'on fixe son téléphone pendant des heures, espérant que la personne qui a promis de nous aimer pour toujours finisse par répondre. Le dernier en date a brisé quelque chose en moi. Il m'a trompée, m'a menti, m'a ignorée pendant 2 mois, puis est réapparu fiancé, comme si je n'avais jamais compté. Après ça, je me suis dit que c'était fini. Plus d'hommes, plus d'espoir. Si jamais j'avais besoin de parler à quelqu'un, j'en parlerais à mon père. Il a toujours été là. Toujours gentil, toujours calme, mon refuge, le seul homme qui ne m'ait jamais laissé tomber. Mon père, lui, a perdu l'amour de sa vie. Ma mère est décédée il y a 8 mois d'un cancer, et depuis, il n'est plus le même. J'ai vu l'homme le plus fort que je connaisse s'effondrer en silence. Je suis devenue son roc. Il est devenu le mien. Nous cuisinions ensemble, faisions le ménage ensemble, restions assis en silence ensemble. Ce genre de silence que seules 2 personnes brisées peuvent comprendre. Et quelque part dans ce silence, quelque chose a commencé à changer. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais c'était dans la façon dont je m'attardais trop longtemps quand il m'enlaçait, dans la façon dont je cherchais son approbation, dans la façon dont je souriais quand il me disait que j'étais belle, même quand je n'avais pas pris de douche ni coiffé mes cheveux depuis des jours. J'ai commencé à le désirer, pas seulement comme un père, mais comme un homme, et ça m'a fait peur. Mais j'ai refoulé ces pensées parce que c'est ce qu'on fait, non? On enfouit ce qu'on ne devrait pas. On continue de sourire. On fait comme si tout allait bien. Mais un soir, on regardait un film que ma mère adorait, et j'ai commencé à pleurer. Je me suis blottie contre lui, et il m'a serré plus fort que jamais. Et quand j'ai levé les yeux vers lui, son regard me fixait déjà, non pas comme celui d'une fille, mais comme celui d'une femme. C'était le début. C'est là que j'ai su que quelque chose avait déjà changé entre nous. Et le pire, c'est que je ne voulais pas l'arrêter. Quand ma mère est décédée, la maison a changé. Je ne parle même pas des meubles ou de la décoration. Je parle de la chaleur, des odeurs, des rires. Tout a disparu. Elle est morte un mardi matin tranquille à l'hôpital. Je me souviens encore exactement de la façon dont mon père a murmuré: «Ça va aller, ma chérie. Tu peux lâcher prise.» Et j'ai vu ma mère, ma meilleure amie, rendre son dernier souffle dans ses bras. Cette image est restée gravée dans ma mémoire. Elle l'est toujours. Après les funérailles, les gens allaient et venaient.
Les dames de l'église apportèrent de la nourriture que nous n'avons pas mangée. Les membres de la famille nous tapotèrent l'épaule avec des paroles vides comme « Courage, elle est dans un monde meilleur ». Mais quand la dernière voiture est partie et que la maison est redevenue silencieuse, c'est là que le vrai deuil a commencé. Je suis retournée vivre chez mon père quelques jours plus tard. Je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois. Il avait l'air si perdu, comme un homme qui ne savait plus comment vivre sans elle. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Il parlait à peine. La plupart du temps, il restait assis près de la fenêtre, fixant la rue comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Il a arrêté de se raser, a arrêté de cuisiner, a arrêté d'allumer la lumière, sauf si je le lui rappelais. J'essayais de maintenir l'équilibre. Je préparais le petit déjeuner même quand aucun de nous deux n'avait envie de manger. Je nettoyais la cuisine, triais le courrier, laissais la télévision allumée, juste pour que le silence ne nous engloutisse pas. Mais les nuits étaient les pires. Je l'entendais pleurer à travers le mur. Pas fort, pas comme les sanglots qu'on voit dans les films. Non, c'était différent. Silencieux, brisé, le genre de pleurs qu'un homme pousse quand il essaie de tout retenir mais n'y arrive plus. Et moi, je restais là, allongée dans ma chambre, serrant mon oreiller contre moi, chaque larme qu'il refusait de laisser couler pendant la journée. Une nuit, je n'en pouvais plus. Je suis sortie du lit et j'ai marché pieds nus dans le couloir. Je n'ai pas frappé. J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Il était assis au bord du lit, torse nu, tenant une photo de maman entre ses mains. Son dos était voûté, ses yeux rouges, et pour la première fois depuis son décès, il paraissait vieux, fatigué, humain. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste approchée et je l'ai enlacé par derrière. Il s'est figé un instant, puis il s'est effondré. Il s'est retourné et m'a prise sur ses genoux, comme il le faisait quand j'étais petite. Je ne m'étais pas assise comme ça depuis des années, mais c'était naturel, familier. Il a pleuré sur mon épaule. J'ai tenu sa tête contre mon cou et je l'ai laissé s'effondrer. Aucun de nous n'a rien dit pendant un long moment. Finalement, j'ai murmuré. Elle me manque aussi, papa. Il a simplement hoché la tête, la voix tremblante. Elle était tout pour moi. Je me suis retournée et je l'ai regardé. Ses yeux étaient humides et fatigués, mais la façon dont il me regardait. Il y avait quelque chose de plus profond. Pas de luxure, pas de désir, juste une connexion brute, sans filtre. Cette nuit-là, je ne suis pas retournée dans ma chambre. Je suis restée dans son lit, blottie contre lui. Nous n'avons franchi aucune limite. Mais j'ai posé ma tête sur la sienne, et il m'a serrée dans ses bras comme il serrait maman, fort, en sécurité, comme s'il avait peur que je disparaisse, moi aussi. À partir de cette nuit-là, les choses ont changé. Pas de façon dramatique. C'était plus subtil. J'ai commencé à passer plus de temps dans sa chambre. Nous parlions jusqu'à 2 heures du matin de tout. Des souvenirs d'enfance, de sa rencontre avec maman, de la première fois où elle a cuisiné pour lui et a failli brûler le poulet, de la nuit où il l'a demandé en mariage sous la pluie. Il souriait à travers ses larmes en racontant ses histoires. Et j'ai ri même en pleurant, mais chaque histoire qu'il racontait me rappelait à quel point l'amour pouvait être profond. Et j'ai commencé à me demander, est-ce que j'aurais un jour quelque chose comme ça? Ou est-ce que je courais après le chagrin, à la recherche de combler un vide qu'aucun homme ne pouvait combler? Je me souviens d'un soir où nous étions assis sur la véranda. Le soleil se couchait, baignant son visage d'une teinte dorée. Il paraissait paisible et beau, plus que je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Je me suis surprise à le fixer, et cela m'a effrayée. J'ai rapidement détourné le regard, faisant semblant de réajuster ma couverture. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait déjà commencé à changer, et je ne savais pas comment l'arrêter. C'était un samedi soir. La maison était silencieuse. Il pleuvait encore. Il pleut toujours quand il se passe quelque chose d'important, n'est-ce pas? Je venais de sortir de la douche, enveloppée dans une de ces grandes serviettes qui tenaient à peine en place. Je ne m'attendais pas à le trouver en bas, mais il était assis sur le canapé, en train de lire quelque chose sur son téléphone.
La télévision était allumée au minimum. La pièce était plongée dans une pénombre, éclairée seulement par la douce lueur de la lampe à côté de lui. Ses yeux se sont levés dès que je suis entrée, et il m'a regardée. Pas seulement regardée, nos regards se sont croisés. Et dans ce silence, tout ce qui s'était construit entre nous ces dernières semaines restait là, lourd, inexprimé. Il ne dit rien, moi non plus. Je passais devant lui, l'atmosphère changea, son regard me suivit, mon cœur s'emballa à des moments que je n'aurais pas dû remarquer. J'allais à la cuisine, me versais un verre d'eau, et puis, comme si j'étais possédée, je faisais demi-tour et retournais vers lui. Toujours silencieux, il posa lentement son téléphone. Ses yeux restèrent fixés sur les miens, presque comme s'il me demandait la permission, sans dire un mot, et j'acquiesçais, à peine. Il ouvrit grand les bras, lentement, hésitant, et je m'y blottis. Au d'abord, ce n'était qu'une étreinte, familière et rassurante. Sa main se posa sur le bas de mon dos. Ma joue se pressa contre la sienne. Son cœur battait la chamade. Le mien encore plus vite, mais il recula juste assez pour me regarder. Son pouce effleura ma joue. Ses yeux scrutirent les miens. « Tu es si belle, murmura-t-il, à peine audible, presque effrayé de le dire. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû l'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait car, lorsque ses lèvres ont rencontré les miennes, je lui ai rendu son baiser. Doucement, lentement, comme si aucun de nous deux ne voulait l'accepter. Mais aucun de nous deux ne voulait que cela s'arrête. C'était la première nuit, la nuit où nous avons franchi la limite. Et si vous m'écoutez encore, ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. C'était un samedi soir tranquille. La pluie tambourinait aux fenêtres. Une odeur de nourriture chaude flottait encore dans l'air après le dîner. Le genre de nuit qui vous rend trop intense. Je suis descendue vêtue d'un de ces vieux t-shirts. Un de ces t-shirts doux, assez grands pour m'engloutir. Je n'avais pas prévu de le porter devant lui, mais je ne me suis pas retournée non plus. Je me suis dit que c'était inoffensif. Il était sur le canapé, le téléphone à la main, à moitié absorbé par un film que maman adorait. Quand je suis entrée dans la pièce, il a levé les yeux, et je n'oublierai jamais son regard. Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas encore mal, mais ce n'était pas tout à fait bien non plus. Je n'ai rien dit. Je suis juste allée à la cuisine et me suis versé un verre d'eau dont je n'avais pas vraiment besoin. Mais même depuis l'évier, je sentais que l'atmosphère avait changé entre nous. Il n'a pas parlé. Je n'ai pas demandé pourquoi. En revenant, je ne suis pas montée à l'étage. Je me suis assise à côté de lui. Le silence entre nous n'était pas pesant. Il était doux, comme si nous savions tous les deux que quelque chose allait se produire, mais aucun de nous ne voulait le rompre. Puis sa main a glissé doucement sur ma jambe, sans forcer, sans se presser, juste un simple réconfort, peut-être une familiarité. Mais dans ce calme, c'était comme plus. Il me regarda, d'une voix basse. « Tu veux que je m'arrête ?» Je le regardais vraiment. Et pour la première fois de ma vie, je ne vis pas seulement mon père. Je vis un homme qui avait aimé et perdu, un homme que je connaissais mieux que quiconque sur cette terre. Et je secouai la tête. Non, c'était celui-là. Celui où la frontière s'estompe silencieusement, sans prévenir. Nous nous sommes rapprochés au même moment. Aucun mot, aucun plan. Juste deux personnes cédant à quelque chose qui s'était construit en silence pendant des semaines. Nous nous sommes embrassés doucement au début. Assez longtemps pour cela, assez court pour que je puisse me poser des questions. Mais une fois que cela a commencé, c'était comme si tout ce qui n'avait pas été dit avait déferlé d'un coup. Le chagrin, la solitude, le besoin désespéré d'être près de quelqu'un qui connaissait vraiment mon cœur. Nous n'avons rien dit, ni pendant que cela se produisait, ni immédiatement après. Nous sommes restés assis là, côte à côte, nos têtes posées l'une sur l'autre, respirant le même air. Et cette nuit-là, je suis restée là, non par impulsion, mais parce que c'était comme le seul endroit au monde où je ne me sentais pas brisée. Je sais ce que vous pensez. Et oui, nous avons franchi une limite, pas seulement émotionnellement, mais aussi physiquement, intimement, de la manière la plus silencieuse et la plus déroutante imaginable. Ce n'était ni fougueux, ni imprudent. C'était lourd, sincère, comme deux personnes essayant de trouver un sens à un monde qui s'était effondré. J'entends encore sa voix de cette nuit-là. « Je suis désolée, a-t-il chuchoté, et je lui ai répondu.
Mais nous ne nous sommes pas lâchés. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas une erreur, que nous pouvions simplement comme si de rien n'était. C'était un tournant qui a tout changé. Je me suis réveillée dans son lit. Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié où j'étais, oublié ce qui s'était passé. Puis je me suis retournée, et il était toujours là, les yeux ouverts, fixant le plafond, comme s'il n'avait pas du tout dormi. Aucun de nous n'a dit un mot. Nous sommes restés allongés, là en silence, enveloppés dans les mêmes draps. Mais à des kilomètres de distance, je sentais la tension dans l'air. Ni colère, ni honte, juste de l'attente. Comme si nous retenions tous les deux notre souffle, tentant de comprendre l'irréversible. Il a fini par parler. Tu as faim? J'ai hoché légèrement la tête. Nous nous sommes habillés séparément, en silence, et nous nous sommes retrouvés dans la cuisine, comme si c'était un matin comme les autres. Mais rien n'était parfait. Il a versé du café. J'ai fait griller du pain. Nous nous sommes tournés autour comme des étrangers, prenant soin de ne pas nous regarder trop longtemps. À un moment donné, nos mains se sont frôlées lorsque je lui ai tendu le beurre. Nous nous sommes figés, puis avons détourné le regard. Ça faisait mal plus que je ne l'avais imaginé. Il était assis en face de moi à table, remuant sa tasse sans cesse, même après que le sucre se soit dissous. Je savais qu'il cherchait ses mots, moi aussi. Mais par où commencer? Finalement, j'ai dit: on n'est pas obligé d'en parler maintenant. Il a hoché la tête lentement. Je ne veux pas te faire de mal. Tu ne l'as pas fait, ai-je murmuré. Pas comme tu le crois. Mais le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Nous avons continué notre journée, à faire le ménage, à plier le linge, à regarder les infos, à faire semblant. Mais derrière chaque petit geste se cachait une certitude partagée. Nous avions franchi une limite irréversible, et aucun de nous deux ne savait encore ce que cela signifiait. Cette nuit-là, je suis restée seule dans ma chambre. Mais je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, me demandant comment quelque chose d'aussi réel, d'aussi tendre, pouvait maintenant se transformer en une tempête à laquelle je ne pouvais échapper. Je voulais lui parler, lui demander à quoi il pensait, s'il le regrettait, s'il me voyait toujours de la même façon. Mais j'avais peur de connaître la vérité. Alors, je suis restée silencieuse, et lui aussi. Et d'une certaine manière, cela m'a fait plus mal que tout. Les jours ont passé. Nous n'avons pas reparlé de cette nuit-là, pas une seule fois. Nous avons repris nos habitudes, comme avant. Le dîner, la télévision, les banalités, mais tout était décalé, comme dans un film où le son ne correspond pas à l'image. Parfois, je le surprenais à me regarder quand il pensait que je ne faisais pas attention. Son regard s'attardait sur le mien juste une seconde de trop, et je détournais les yeux, le cœur battant la chamade, l'estomac noué. J'ai commencé à tout remettre en question. Le voulait-il? Le regrettait-il? Me détestait-il de ne pas l'avoir arrêté? Me détestais-je? Certains soirs, allongée dans mon lit, je repassais tout en revue, chaque regard, chaque mot, et je pleurais, non pas parce que c'était mal, mais parce que je ne savais pas ce que cela signifiait. Était-ce du chagrin? Était-ce de l'amour? Ou étions-nous simplement deux personnes solitaires, essayant de revivre? Un soir, j'ai enfin trouvé le courage de parler. Nous étions en train de plier du linge dans le salon, une tâche que nous